Bonjour Constantin Garot, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger sur une thématique très intéressante et sur une arrivée très intéressante dans le monde des NFT, dans le monde du Web3. C'est l'arrivée de PMU avec le projet Stable et des courses hippiques dans le monde du Web3. Ça a été très bien fait, franchement. J'aime beaucoup la manière dont vous êtes arrivé dans ce monde en ce moment. On vous voit gentiment arriver, découvrir cet univers, le faire avec les codes et comprendre un petit peu les enjeux sur la blockchain Tezos. On va développer ça ensemble durant ce podcast, voir un petit peu ce que vous êtes venu chercher dans ce monde, vous qui êtes une institution à la française. On vous voit dans tous les bars de France et maintenant on vous verra dans le Web3. Donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui présenter ce projet. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi, s'il te plaît, avant de présenter le projet et qu'on le découvre plus en détail? Avec plaisir. Bonjour Valentin, merci de l'invitation et donc ravi de venir vous parler du projet Stables. Donc on a lancé il y a désormais 3 semaines. Donc moi je m'appelle Constantin, je suis directeur de l'innovation au PMU. J'ai rejoint le PMU il y a bientôt 3 ans. Je crois que ça fera 3 ans demain. J'ai rejoint le PMU comme directeur digital, donc en charge des différentes interfaces web, mobile et apps qu'on a pour nos clients. J'ai fait ça pendant près de 2 ans. Et donc, depuis un peu plus d'1 an, je suis directeur de l'innovation. On a un objectif avec ces projets, c'est d'aller toucher de nouvelles populations de joueurs. Et donc, c'est un des objectifs principaux du projet Stables dont on va parler. Donc c'est assez fou de vous voir effectivement débarquer dans cet écosystème. Encore une fois, je vous dis, on l'a vu de manière sur d'autres marques de manière plus difficile, avec simplement des marques qui tokenisent leur logo, qui mettent des NFT à droite à gauche, ou bon allez, si on veut être un peu plus en avance sur son temps en achetant un land sur Sandbox. Donc c'était des signaux assez intéressants, mais c'était quand même des signaux assez faibles et sans réel projet derrière. C'était l'ambition d'arriver dans ce monde, ce qui était déjà un pas important. Mais vous avez fait le choix d'arriver avec un projet entier. Donc, on l'a dit hein, sur la blockchain Tezos, avec amener un petit peu la course hippique dans un monde plus jeune, peut-être, qui connaît peut-être un petit peu moins cet écosystème des courses hippiques. Euh, En quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Est-ce que on sait que ça touche à des NFT, on sait que ça va être lié un petit peu au monde réel, mais qu'il y aura un petit peu aussi de virtuel. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter, voilà, en quelques minutes, cet écosystème que vous êtes en train de bâtir, Stable, donc sur la blockchain Tezos? Alors, effectivement, donc c'est un projet qui est résolument Web3, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à utiliser des codes et puis après à s'en détourner, quoi. On assume ce positionnement. Euh, le pitch, il est hyper simple. Ce qu'on se dit, c'est on a un actif, en fait, on participe au financement de la filière qui organise les courses de chevaux en France. Et donc, c'est un écosystème dans lequel il y a d'abord beaucoup d'humains. Il y a 70 000 personnes qui travaillent dans cet univers-là. C'est toute une filière, la filière du cheval. Et notre mission au PMU, c'est de financer cette filière. Ça veut dire que tous nos profits sont redistribués et financent ce monde-là. Donc, assez souvent, les gens connaissent pas en fait cette mission sociale, on va dire, et utile du PMU. Euh, et notre conviction, c'est qu'on a aussi des actifs. En fait, on a ces courses incroyables qui sont regardées partout à travers le monde. Et donc, ce qu'on se disait, c'est est-ce qu'on peut utiliser, on va dire, les externalités positives du Web3 pour inventer de nouvelles façons de jouer sur notre univers. Et donc, le pitch, il est hyper simple, c'est que tu auras la possibilité d'avoir un cheval digital. Ce cheval sera lié directement à un cheval qui existe dans la réalité. Il en aura le nom, il en aura les performances et il va devenir le personnage d'un jeu. Tout ce qui se passe dans la réalité aura une importance, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est aussi conscient que bah, dans notre univers, on touche à un matériau qui est un matériau vivant, quoi. Et le cheval, ça a beau être un sportif de haut niveau, il y a des moments où il est fatigué, il y a des moments où il se blesse, il y a des moments où il a de graves accidents. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de te maintenir dans le jeu avec ces éléments-là? Et donc, voilà le projet tel qu'il est. Et bien sûr, il va s'enrichir considérablement au cours des prochains mois et prochaines années. Et je sais, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est comparaison avec d'autres jeux, par exemple, si je te dis le Sorare de la course épique, c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Ouais, c'est une comparaison qui n'est pas judicieuse dans ce cadre-là? je pense que la magie de Sorare, elle est portée par, elle est portée par, elle est au croisement de deux choses, les audiences de masse du foot et la volonté qu'ont les gens de collectionner. Nous, ce qu'on se dit, c'est encore une fois,
faire un jeu avec des collectibles dans l'univers du cheval, le risque qu'on a, c'est de parler à des spécialistes qui connaissent les chevaux, qui sont déjà très intéressés. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est sortir de juste cette dimension collective plus un petit jeu. On se dit, en fait, le collectif est un élément qui est important, mais il n'est pas suffisant. Et donc, il faut qu'on soit capable de proposer quelque chose qui soit beaucoup plus riche que Sorare. Donc, en fait, moi, j'aime dire que Sorare, il y a un côté assez plat, mais en fait, ils peuvent se le permettre parce que les sports sur lesquels ils sont des sports sur lesquels, justement, en fait, il y a déjà un enthousiasme et une adhésion qui est très forte. Nous, il faut qu'on apporte de la profondeur. Il faut vraiment qu'on apporte de la profondeur de jeu parce que c'est aussi comme ça qu'on intéressera. On va aller voir justement un petit peu cette profondeur et de comprendre les enjeux, sachant qu'on est au tout début du projet, hein, et que Ouais, vous êtes tout sur le à début fait. de la roadmap qu'on détaillera tout à l'heure et de voir comment on peut y participer. Vous avez fait quand même, je trouve, en tout cas, ça fait plus de bruit aujourd'hui parce que c'est le Web 3 et c'est l'avenir du web, mais vous avez déjà digitalisé la marque. Mais ce saut a été assez rapide de faire, effectivement, pour moi, c'est soit on est dans le futur sur le Web 3 avec ce jeu-là, soit on va encore jouer dans les bars, parce qu'effectivement, c'est une marque qui est très forte, mais on va pas forcément jouer en ligne sur le site de PMU. Moi, en tout cas, c'est pas la verticalité que je vais trouver parce que la marque dans les bureaux de tabac est très forte. Et par contre, je pourrais pas aller jouer avec mon NFT de Stable dans les bars. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire ce saut sur le Web3? Qu'est-ce que n'avait pas la digitalisation actuelle de PMU pour vous forcer à aller réfléchir sur le côté Web3 et qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller sur cette technologie de NFT et sur la blockchain Tezos? En gros, la question, c'est est-ce que le Web 2 ou est-ce que le Web 2 a échoué pour que ça te force à aller vers le Web 3? En fait, vraiment pour le coup, alors là, je me suis largement inspiré du succès de projets comme Sorare. C'était de se dire, en fait, de la même façon qu'il existe des paris sportifs, quel est l'intérêt que les joueurs trouvent à aller collectionner des NFT, participer à un jeu de fantasy? Je me disais, voilà, est-ce qu'il y a une prolongation possible dans notre univers? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, le pari hippique, c'est un exercice compliqué. C'est-à-dire que quoi, moi, je suis toujours assez admiratif de nos clients. Hein. Ils sont très talentueux, ils collectent plein d'informations, ils se souviennent de tout, de tous les noms, de toutes les courses, etc. Et c'est un exercice qui est compliqué. C'est ce qui fait son attractivité pour les gens qui y jouent déjà beaucoup. C'est ce qui, en revanche, explique sa complexité, tu vois, pour un néophyte. En fait, il y a une barrière à l'entrée qui est importante et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que nos clients, ils se recrutent par transmission. C'est-à-dire que c'est un de nos clients qui va aller boire un coup avec un pote, qui va discuter, qui va lui dire, bah, tiens, attends, je fais mon quintet, puis il va lui expliquer comment il fait. Et puis de cette façon-là, il se crée quelque chose. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est OK, bon, très bien. En fait, il faut qu'on arrête la difficulté, elle vient pas tellement de notre sport, elle vient du pari. Et donc, en fait, il faut qu'on sorte de cette dimension qui est celle du pari, parce que le pari, c'est quasiment un produit financier à certains égards, quoi. C'est-à-dire qu'il a une complexité, il a une ingénierie dans la façon dont est-ce que tu fais ce pari-là, puis j'en fais un autre pour me couvrir si jamais je perds, etc. Euh, bon, bah voilà, en fait, il faut qu'on simplifie ça, en fait. Et je pense que ma conviction très vite, ça a été de me dire, en fait, le personnage principal, c'est le cheval. Et le cheval, c'est un matériau génial pour être un NFT, pour être un actif numérique. Euh, ça suppose après, il y a pas mal de contraintes, quoi. C'est comment est-ce que je m'affranchis aussi tu vois, de la carte et de la photo, quoi. C'est-à-dire que la carte avec la photo d'un cheval, euh, ça va une fois encore exciter les gens qui sont déjà dans l'univers, mais c'est pas forcément hyper attractif. Alors que si on fait un cheval hyper esthétique, digital, avec une identité qui toi, t'appartient en tant que joueur, on crée probablement une relation différente. Donc, on était assez convaincus de ça, et très honnêtement, euh, on est aussi assez convaincu que la blockchain, tu vois, on parle beaucoup et moi je réponds à beaucoup de questions sur la blockchain Tezos, pourquoi est-ce qu'on a choisi Tezos et pas une autre, etc. Je suis assez convaincu qu'en fait, ça reste des outils. C'est des outils qui nous permettent de faire ce qu'on a envie de faire. C'est pas des outils qui, parce qu'on les utilise, vont faire en sorte que notre projet, qui aurait pu être un jeu classique, va devenir un jeu dingue, en fait. Quoi, moi, j'ai souvent cette habitude-là d'expliquer ça, en fait, de dire la blockchain, même si je sais que pour les communautés qui ont investi dans ces blockchains, c'est important, mais pour nous, euh, il faut que ça reste une commodité, il faut que ça reste quelque chose qui nous permet de proposer une expérience de jeu géniale, ce sera jamais suffisant. Et en revanche, de temps en temps, il faut se poser la question, et c'est ce qu'on fera, et c'est de se dire, est-ce que le choix qu'on a fait, il est limitant? Et s'il est limitant, ça veut dire qu'il faut sans doute aussi se gratter la tête, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mais donc voilà, donc je dirais, on a des convictions hyper fortes. On a aussi la volonté d'adresser des communautés nouvelles, qui sont pas des communautés de parieurs, encore une fois, quoi. Notre idée, c'est de passer du pari au jeu. Euh,
et d'en épouser les codes. Moi, je trouve ça hyper excitant qu'une marque comme PMU qui a presque 100 ans, en fait, te propose d'acheter, de minter un NFT avec un wallet sur une blockchain. Je me dis, en fait, c'est génial qu'on ait réussi à faire ça et qu'on fasse pas semblant, en fait, qu'on soit pas juste à dire c'est des NFT, mais en fait, mets ta carte bancaire et puis on cache tout derrière et ça n'en est pas vraiment. Donc, je trouve ça assez excitant pour une marque comme nous. Donc, il y avait aussi quand même la volonté de transparence. Et en fait, vous avez fait le saut inverse de beaucoup de jeux, puisque vous êtes du coup déjà régulé avec la NJ, on sait la difficulté que c'est d'être dans ce secteur-là proprement. Et en fait, vous êtes en train de quitter ce secteur pour faire un jeu qui, on le verra dans quelques minutes, n'est pas un jeu de pari. C'est-à-dire que je ne peux pas devenir riche ou gagner de l'argent a priori directement en gagnant des cours sur Stable. Là où, en fait, tous les jeux qui touchent au NFT ont essayé, ou en une grande partie d'entre eux, d'aller vers euh, cette capture de valeur monétaire la plus simple en faisant un jeu de pari et en se confrontant à une régulation complexe. Et c'était tous les jeux qui étaient notamment sur les blockchains comme la BSC, la Binance Smart Chain, certains sur Tezos, beaucoup sur Ethereum aussi, d'aller chercher cette verticalité la plus simple pour aller chercher de l'argent. Et vous, en fait, vous faites vraiment l'inverse pour le coup. Ouais, tout à fait. Et on le fait, et on le fait résolument. C'est-à-dire que euh, moi, je pense que le jeu d'argent est un jeu facile. C'est-à-dire que, en fait, euh, par l'espérance d'un gain financier, je vais attirer des gens avec un niveau de crédulité qui peut varier, tu vois, mais potentiellement, ça peut être assez facile. Euh, c'est parce que c'est facile que ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que tu as un besoin de régulation, en fait. C'est-à-dire que nous, au PMU, en fait, les gens souvent sous-estiment l'organisation que ça nécessite d'être un jeu d'argent régulé, de le faire correctement, de prévenir tu vois, l'addiction, le jeu compulsif, le jeu des mineurs, etc. C'est vraiment un espace qui est est très contraint, mais parce que c'est un espace qui a vocation à protéger le parieur. Donc il faut l'intégrer. Nous, ce qu'on se dit, c'est on se dit, si on veut aller adresser ces communautés nouvelles, il nous faut de la liberté. Et la liberté, elle n'est pas permise par l'espace contraint et l'espace régulé. On le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que tous ceux qui se disaient à un moment on va réussir à y aller, en fait, ils sont tous en train soit de faire marche arrière, soit de s'éteindre un peu par rapport à l'esprit de leur début. Et donc, nous, ce qu'on se dit, on a besoin d'un espace de liberté. On a besoin de réfléchir davantage si on veut être attractif. C'est-à-dire que la seule promesse qui consiste à dire t'achètes 10, quelque chose, tu revendras 20, est une promesse qui n'est pas suffisante. Parce qu'en fait, potentiellement, tu vas faire des déçus. Ou sinon, tu vas vendre à des gens qui vont te l'acheter 20, quelque chose qui vaut 10. Et donc, de cette façon-là, tu crées quelque chose qui est pas. Donc, ça nous oblige à réfléchir un peu autrement. En revanche, aussi, euh, on veut pas être, on veut pas être moins disant. C'est-à-dire que si la réglementation évolue dans un sens qui permet de faire plus de choses dans l'espace dans lequel on est, bien sûr qu'on se battra pour pouvoir l'obtenir et pour pouvoir le faire et que l'expérience soit la plus attractive pour nos joueurs. Après, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, en fait, le PMU peut pas être dans une zone grise, quoi, tu vois. C'est-à-dire que par notre rôle, justement, dans nos activités de Paris, on sait le contour, en fait. On peut pas faire comme si on savait pas. On peut pas faire comme si on avance et puis on verra bien, puis à un moment, on nous mettra un carton jaune et puis on se mettra à ce moment-là d'équerre. Donc, ça nous oblige à, et pour moi, c'est ça l'innovation, en fait. On est dans un espace contraint, et il faut qu'on propose quelque chose d'intéressant dans cet espace contraint. C'est un peu différent que de se dire, je peux tout faire, et puis le jour où je pourrais faire moins, on verra ce que je coupe. Donc voilà, donc c'est vraiment une conviction hyper forte. En revanche, ça nous oblige vraiment. C'est-à-dire que tu vois, on va parler du jeu, mais euh, ce que je te disais sur les mécaniques de jeu comme Soar, etc., où les mécaniques sont assez simples, euh, bon, bah, elles sont assez simples parce qu'il y a notamment cette perspective d'un gain financier. Bon, bah, nous, c'est pas suffisant en fait. Donc ça veut dire que la mécanique, on doit l'enrichir pour que ça soit amusant. Effectivement, on va le découvrir dans quelques instants. Juste avant, quand tu as pitché ça aux autres personnes de PMU, c'est quoi la réaction? Est-ce que c'était on va un petit pas de retrait en s'interrogeant sur l'intérêt ou est-ce que ça a été assez vite reçu positivement? Les deux, en fait, ça a été reçu positivement parce que on a en gros une directrice générale qui est jeune, qui intègre bien ces codes-là, qui comprend, qui s'intéresse à ces nouvelles communautés, à ces nouveaux usages et qui voit bien le potentiel qu'il peut y avoir. Et en même temps, ça fait peur. C'est un terrain, justement, comme je te disais, on est dans une zone blanche qui est hyper cadrée, hyper régulée, etc. Donc on le connaît, notre terrain de jeu. On connaît l'odeur de la peinture dans le coin du terrain, quoi. Bon, bah là, ce petit pas de côté qu'on fait, ça a pu inquiéter,
ça a levé pas mal de fantasmes aussi sur la blockchain, ça pollue beaucoup, les cryptoactifs, ça finance le terrorisme, etc., etc. Et donc moi, mon travail est un travail d'explication. C'est-à-dire que ça sert à rien de se battre en fait. Il faut juste montrer et expliquer et rationaliser les choses pour dire, ben voilà, en fait, pas de drame, consommation de la blockchain. Voilà, je vais t'expliquer les différents protocoles, proof of work, proof of stake, etc. Je vais te montrer comment ça fonctionne et on va tuer cette objection-là. Pareil sur les crypto-monnaies, on va montrer qu'on peut screener des wallets, qu'on peut vérifier l'origine des fonds au moment où on fait une transaction et que de cette façon-là, on prévient, sans doute bien mieux d'ailleurs que sur un paiement carte bancaire, si les fonds sont problématiques, etc. Et donc en fait, c'est un travail qui demande un peu d'énergie, hein, de conviction. Il faut faire installer des wallets aux gens, il faut leur faire faire une transaction, il faut leur faire acheter des crypto-monnaies, il faut leur montrer qu'on n'est pas dans une jungle où on peut faire n'importe quoi. Et très vite, en fait, les choses se tassent, en fait, le bruit négatif se tasse. Et maintenant, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un enthousiasme. Les équipes sont hyper contentes de ce qu'on fait et ceux qui n'y sont pas ont envie d'en être. Donc, c'est plutôt des bons signes. Ils ont commencé à se mettre sur la waitlist, les collègues les plus frileux alors. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, quoi, moi, les premiers échanges que j'ai eus, je voulais acheter un terrain sur The Sandbox. Et donc, avec la comptabilité, tu vois, vraiment les équipes de la direction financière. Bon, bah voilà, quand je suis arrivé en disant bonjour, on va acheter un terrain virtuel, il me faut des cryptos. Et bon, bah là, tout le monde m'a regardé avec des yeux. Donc là, je me suis dit, OK, bon, il fait un petit travail d'explication et ça va le faire. Mais bon, ça. Et globalement, ces équipes-là sont les plus convaincus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des wallets, ils ont des wallets sur les différentes blockchains, ils ont compris. Euh, et, et ils mettent, quoi, ils innovent en fait parce que bah, ils réfléchissent à comment est-ce qu'une boîte comme le PMU va stocker des assets, va convertir des cryptos, va les comptabiliser dans son bilan, etc. C'est plein de choses qui font grandir l'organisation et donc maintenant ils sont hyper enthousiastes de faire partie de cette aventure-là. Et toi-même, alors à l'époque, qu'est-ce qui t'avait mis la puce à l'oreille sur cette technologie? Comment t'es tombé dans le rabbit hole? Euh, Moi, j'avais un intérêt depuis, tu vois, 2017-2018, vraiment pour la blockchain. En fait, ce qui m'intéressait, c'était la blockchain, c'était la promesse de décentralisation et deux, d'un réel, tu vois, back-end mondial dans lequel on allait avoir cette infrastructure partagée qui allait nous permettre de faire des choses. Je trouvais Ok. ça assez fascinant et je trouvais assez fascinant le fait que la crypto-monnaie soit le carburant qui fait fonctionner ça, en fait. Plus que juste c'est un actif sur lequel on spécule, c'était plus de dire, en fait, la crypto-monnaie est le carburant que tu mets dans ta blockchain et c'est ce qui l'a fait tourner, en fait. Et ce truc-là, moi, je trouvais ça assez magique de dire, euh, il y a un rationnel d'efficacité, de performance qui me paraissait assez plaisant. Et en plus de ça, un peu inflationniste, ce que je trouve assez chouette dans le monde aujourd'hui. Ouais, totalement. Surtout sur les blockchains qui se mettent à jour en ce moment. Et alors, donc justement, depuis 2017, tu as découvert ça. On est en 2023 et ce projet de PMU sort. Donc déjà, félicitations, belle progression dans Ouais. cet écosystème. Surtout que le Web3 est passé par là et à cette époque où tu as découvert, c'était pas le truc le plus facile à comprendre et le plus évolué. Est-ce qu'on rentre justement ensemble un petit peu dans cet univers stable? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment ça marche? Je sais qu'il y a des NFT, du coup, on l'a vu, on en a parlé. Plusieurs sites de Ouais. NFT, tu as parlé que c'était en partie lié à des chevaux dans la vraie vie, mais pas que, notamment parce que les chevaux font moins de courses que les joueurs de Sorare, pour reprendre ce que tu citais tout à l'heure. Voilà, cet univers, qu'est-ce que je vais avoir en étant sur la whitelist aujourd'hui, demain en mintant mon cheval, qu'est-ce que je pourrais faire sur le projet Stable sans trop en dévoiler pour que les gens puissent aller vérifier par eux-mêmes. Ouais. Non, il y a des choses que je peux pas dévoiler parce qu'on est on est sur le point de les annoncer à la communauté et que maintenant on a un cœur de communauté qu'on veut aussi privilégier, on va dire, dans les relations qu'on a avec l'écosystème. Mais en gros, donc là pour l'instant, on est dans une phase de whitelisting, donc les gens s'inscrivent sur une liste d'attente qui va leur donner la possibilité donc de minter des NFT. Euh, on a essayé donc ce qu'on fait pour le moment sur le site playstables.io, c'est qu'on présente le projet, on présente l'équipe, on présente notre roadmap et nos convictions. C'est vraiment quoi, moi ça me paraissait important qu'on respecte, on va dire, ces codes-là aussi. Donc pour l'instant, ce que les gens font, hein, c'est qu'ils s'inscrivent sur le site, ils connectent leur wallet et ensuite ils rentrent dans une logique de quête. On a utilisé un outil pour gamifier cette expérience de whitelisting. On pensait que c'était un des composants aussi qui allait permettre de générer de l'engagement. Euh,
Et donc, on a intégré cette logique de quête et quand tu arrives à la fin des quêtes, tu es whitelisté et ça va te donner la possibilité d'acheter des NFT, de minter des NFT à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Je pense que ce sera d'ailleurs début mars. Euh, Ces NFT, tu vas pouvoir les acheter. Donc, c'est un NFT qui est un cheval digital qui te sera remis. Ce cheval, il est lié à un cheval qui existe dans la réalité. Donc, il y a vraiment ce lien qui est fort, euh, qui repose par ailleurs sur des accords qu'on a avec les gens qui organisent les courses et les propriétaires de chevaux, hein. Donc, c'est un lien qui matérialise, entre guillemets, le lien entre ton cheval digital et le cheval qui existe dans la réalité. Et tu vas avoir ce cheval, il te sera révélé assez vite. C'est-à-dire qu'il y a une période de quelques jours pendant laquelle tu ne sauras pas exactement ce que tu as, et puis le cheval te sera révélé. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que dès le reveal de ton cheval, on rentre dans la logique du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on veut pas te dire, bah, achète un NFT, puis dans 6 mois, on va te sortir un jeu incroyable. Tu vas voir ce que tu vas voir, et puis 6 mois après, tu vois sur le Discord, il y a quelques gars qui traînent encore en disant, ça arrive ou ça arrive pas. Bon, bah voilà, nous, ce qu'on se dit, c'est, euh, il faut très vite qu'on intègre les mécaniques du jeu et en fait qu'on va enrichir un rythme très soutenu. C'est-à-dire qu'il faut que tous les 15 jours, on ajoute de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles modalités de jeu. Pourquoi on veut faire ça? Un, parce que ça maintient l'engagement. Deux, parce que ça montre aussi que notre volonté, elle n'est pas de faire un drop NFT en fait. On n'est pas là pour quoi, tu vois, elle n'est pas de générer. On n'est pas là pour faire de l'argent avec un drop NFT en fait. On est là pour constituer un cœur de communauté et pour en revanche dérouler une feuille de route qui nous emmène jusqu'à 2025. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on a construit une feuille de route jusqu'à 2025 et qui construit un univers de jeu qu'on espère être le leader mondial, tu vois, du fantasy autour des chevaux. Et donc c'est comme ça qu'on veut fonctionner. C'est comme ça qu'on veut dérouler. Et on est assez convaincu que on arrivera à générer de la valeur si on crée un jeu suffisamment riche dans lequel il y a une économie. Et qu'en fait, si nous, on est organisateur de cette économie, c'est à cet endroit-là qu'on va générer du revenu. Donc pour nous, la vente des NFT, elle sert deux choses. Elle va nous servir à rémunérer les propriétaires de chevaux. C'est le premier point. Et ensuite, elle va nous servir à financer l'animation de la communauté. C'est tout. Elle n'a pas vocation à financer notre développement. Et donc pour ça, c'est hyper important pour nous aussi de le dire. C'est-à-dire que et on sera hyper transparent, c'est-à-dire qu'on va séquestrer ces montants, on veut pas faire semblant là-dessus, on veut vraiment adopter les codes de ces communautés, de ces organisations. Donc ça, c'est la première version du jeu. Euh, donc pour être très transparent, il y a un système de points sur lequel on a bossé, sur lequel on a pas mal travaillé d'un point de vue mathématique pour s'assurer aussi justement comment est-ce qu'on crée une masse de points qui est cohérente et qui est pas complètement inflationniste où on distribue du point à tout le monde. Euh, donc on a construit cette masse de points. Cette masse de points, elle sera connectée au jeu dès le premier jour. Et donc quand ton cheval gagnera des courses dans la réalité, déjà tu gagneras des points un peu de manière un peu automatique, assez passive. Et en revanche, bah voilà, on va ajouter ce que je te disais, c'est-à-dire que si ton cheval il court pas, si ton cheval il est blessé, ou si ton cheval il a un accident, ou bah en fait on veut quand même que ton NFT soit un personnage dans le jeu. Et donc en fait c'est là où on a cette capacité assez géniale. Moi je trouve que qu'on peut hybrider le réel, en fait. On peut rajouter du virtuel au réel et donc te permettre de participer à d'autres jeux et de manière un peu plus décorrélée de ce qui se passe dans la réalité. Donc pour moi, il y a trois dimensions. Il y a ce qui se passe dans la réalité pour un tiers de l'impact. Il y a les décisions que toi, tu vas prendre en tant que joueur et on a envie que ces décisions, elles soient euh, hyper ludiques. Tu vois, l'idée, c'est pas juste qu'il y ait deux stratèges dans leur coin qui passent des heures carrées à essayer de faire des trucs, mais que ce soit vraiment ludique. Et ensuite, il y a une part d'aléa. Dès que tu mets un peu de virtuel, il y aura une part d'aléa. Ces trois composantes-là sont pour nous les trois points d'équilibre de ce qu'on est en train de construire. Ça veut dire effectivement que le joueur qui va acheter son NFT dans les prochaines semaines après avoir été whitelist, là, il va pouvoir faire monter en compétence son cheval pour que la gamification avance et que du coup, il ait plus de compétences et plus de points gagnés et ce genre de choses. C'est une des verticalités. C'est c'est exactement ça. Moi, je prends souvent ces exemples-là. Alors après, je prends pas d'engagement sur la roadmap, mais tu vois, par exemple, ton cheval est nul. En fait, j'ai envie que toi, si tu prends les bonnes décisions, tu te retrouves dans une situation où tu gagnes autant qu'un gars qui a un très bon cheval, en fait. Et il y a plein de façons de le faire. C'est-à-dire que tu pourrais tout à fait dire, bah, moi, mon cheval, par exemple, je vais activer un truc qui fait que c'est le classement inverse. Donc, inverse de la course. Donc, de cette façon-là, bah, ton cheval, il arrive dernier, tu gagnes comme si tu avais été premier. Euh, Tu vois, c'est des mécaniques qui sont des mécaniques assez simples, euh, qu'on peut rendre très ludiques si on adapte un peu des codes de type Mario Kart. Tu vois, c'est ce type d'univers-là où en plus de ça, tu crées une dimension un peu social gaming. Et on est assez convaincu qu'avec ça, tu peux avoir une expérience qui est assez chouette. Et ensuite, l'autre point, c'est de dire, en fait, ton cheval, par ailleurs, rien ne l'empêche d'être un personnage dans un jeu dans lequel
dans lequel il y a une dimension qui est vraiment complètement virtuelle et où tes résultats du passé vont en revanche, tu vois, les bonnes décisions que tu as pu prendre quand il y avait un lien avec la réalité vont te donner un avantage ou un désavantage dans une compétition un peu plus virtuelle. Voilà un peu les différentes dimensions. Donc, en sachant effectivement qu'à chaque fois qu'on va gagner, ça va être des points, ça va être de la gamification, ça va être tout un tas de choses on-chain et à l'intérieur du jeu, et que ça ne sera pas tout de suite 10, 15, $20 à chaque fois qu'on gagne une course, on est d'accord. Exactement. Pour l'instant, on peut pas le permettre. En revanche, ces points, ils vont te permettre d'acheter des items du jeu. Ces Ouais. items, ils sont on-chain. Potentiellement, très vite, les points, ils peuvent te permettre d'acheter d'autres chevaux. Euh, donc, tu vois, en fait, assez vite, tu peux quand même projeter, toi, en tant que joueur, si tu es bon, tu fais les bons choix, que tu as les bons arbitrages, une perspective qui ressemble quand même à une perspective de plus-value. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre Augmenter ton volonté, en revanche, NFT et peut-être pouvoir le revendre exact- sur une marketplace de tes os plus tard, ou ce genre de choses. Ouais. exactement. Après, ce qu'on ne veut pas, c'est que on se dit que le risque qu'on voit à avoir un jeu qui soit trop spéculatif, bah, c'est que ça peut monter très vite, mais ça peut redescendre aussi vite, en fait. Et Ouais. donc, on se dit que, bah, il vaut mieux qu'on renonce à la dimension hyper spéculative au début. Tu vois, par exemple, on va vendre des NFT à un prix fixe. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on se dit que bah, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, premier point. Ensuite, ça évite d'avoir une prime aux experts, tu vois, les gens qui connaissent très bien les courses, qui pourraient choisir des chevaux. Et puis, en gros, toi, tu arrives, tu te retrouves avec, bah voilà, toi, demain, tu auras la même chance qu'un un méga expert de cet univers d'avoir un super champion. Et moi, je trouve ça hyper excitant. Et en revanche, tu vois, les perspectives de gain font que ton super champion, bah, tu vas pas faire fois 1000 sur la valeur de ton super champion. Et donc, ça t'encourage à le garder, en fait, et à vivre l'expérience de jeu. On est assez convaincu que si on travaille bien ces fondamentaux-là, on va peut-être moins générer de volume d'affaires immédiatement, mais en revanche, on crée quelque chose qui est plus pérenne. Et quand tu allais voir les propriétaires de chevaux, les écuries et autres pour leur dire que leurs chevaux allaient être en NFT dans un jeu, c'était aussi facile à convaincre que tes collègues, ou c'était plus difficile? C'est forcément un exercice qui est difficile parce qu'ils ont un lien avec leur cheval qui a un lien qui a plusieurs dimensions affectives, émotionnelles, financières. Quoi, il y a plein de. Après, nous, on a cet avantage, comme je te le disais, le PME est un GIE qui finance le monde des courses. Donc, toi, tout l'argent qu'on fait, en fait, il leur est redistribué de manière indirecte, mais il leur est redistribué. Donc, en fait, moi, assez vite, on a discuté sur les bases d'un accord qui est un accord de franchise, en fait, et de dire, bah, nous, on est Electronic Arts, on crée un jeu, vous êtes la FIFA, bah, en fait, donnez-nous le droit d'exploiter tout ça et ensuite redistribuer aux propriétaires comme bon vous semble. Mais tu vois, de cette façon-là, on s'est aussi un peu simplifié l'existence. La contrepartie de ça, en fait, c'était que, bah, en fait, précisément, on n'utilise pas l'image du vrai cheval, qui pour moi, en plus de ça, c'est un énorme avantage. C'est-à-dire que, quoi, quand tu connais pas les chevaux, tu sais pas les reconnaître. Quand tu utilises un cheval digital avec des matières, des attributs, des skills, etc., en fait, tu crées un cheval qui devient un personnage que toi, tu peux t'approprier même quand tu connais rien. Et donc voilà, donc c'est un, quoi, pour nous, ça a été un exercice de conviction assez complexe, mais on y est arrivé. Et effectivement, je laisserai dans la description et à droite à gauche dans les fiches vidéo podcast pour ceux qui sont sur Spotify des visuels et le site que tu as cité tout à l'heure de Stable pour qu'ils puissent le découvrir, parce que vous avez, comme tout bon projet NFT qui se veut, tout un univers graphique sur les chevaux qui sont juste magnifiques et qui sont pas effectivement des photos prises au moment de la course, mis en JPEG version NFT, quoi. Ouais. Ça a été Ouais, c'était hyper important pour nous, en fait, que le NFT soit un vrai NFT et pas juste un JPEG, en fait. Que ce soit un objet, un peu un objet d'art, quoi. Ça, on a bossé avec des artistes pour générer cette collection. On a fait un gros travail sur les matières, on a fait un travail sur, et, et, et moi, je rêve de voir ce cheval s'animer, en fait. C'est-à-dire que, il est en 3D, il est prêt il se passe quelque chose et en fait, qu'il faut qu'on arrive à sentir, c'est ça, en fait. Il va s'animer. Et donc, quoi, moi, je trouve ça assez excitant de projeter cet usage-là. Il va s'animer et il va aussi évoluer en fonction des choix du joueur et de la réalité dans la vraie vie et un petit peu d'aléatoire, comme tu l'as dit, ce qui fait un bon cocktail de départ pour ce genre de jeu. Exactement. Et tu vas et il va se looker aussi et c'est aussi une des possibilités qu'offre ce positionnement d'avoir créé cette marque nouvelle, cette identité nouvelle. C'est on discute avec d'autres marques dans d'autres univers pour lesquels on peut créer des partenariats, pour lesquels on peut créer euh, des collabs dans lesquels voilà, on peut imaginer que ton cheval il ait une couverture qui soit siglée d'un de nos partenaires et inversement que le fait d'avoir ton cheval te donne accès chez ce partenaire
à des conditions privilégiées. Quand on est assez convaincu de ça, moi je suis assez convaincu de ça en fait, de cette ouverture que ça nous permet vers d'autres acteurs, soit du jeu, soit du cheval, soit lifestyle, quoi. Il y a plein de dimensions qui sont vraiment chouettes. Effectivement, ça va être un nouveau monde avec une capture de valeur totalement nouvelle et tu le précisais tout à l'heure et surtout avec une interopérabilité entre les projets et les blockchains, puisque c'est toute la force aussi de ces technologies. Ouais, bien Donc, ça sûr. sera amusant de voir les deux points qui se connectent et surtout très excitant de suivre dans les prochaines semaines l'une des plus grosses marques françaises qui se lance pleinement et entièrement dans ce milieu-là avec toute la conviction qu'on vient d'entendre de ta part et ça va être excitant de voir un petit peu la forme que ça prend. Je mettrai en description tous les liens, dans tous les cas évidemment de Stable pour que les gens puissent y jeter un œil. On est d'accord pour l'instant qu'on est dans la partie whitelist et quelques jeux ou en tout cas quelques tâches pour aller chercher cette whitelist et qu'on est au tout début du projet pour ceux qui veulent s'y lancer. On est pas commencé quoi encore. Ouais, tout à fait. Après, il y a déjà presque 15 000 personnes qui sont inscrites. Il y a Tout à déjà fait. beaucoup de gens, plusieurs milliers de gens qui sont whitelistés. Mais oui, on est pour l'instant dans cette phase de pré-launch, on va dire. Euh, et, euh, et donc, on annoncera dans les tout prochains jours la supply, le prix de mint des NFT. On va annoncer plein d'autres choses, hein. On bosse, on va avoir un ambassadeur, j'espère très vite, qui va porter aussi le projet, qui va nous permettre d'étendre l'audience. On bosse déjà, donc on discute déjà avec beaucoup d'autres marques sur lesquelles on travaille sur des collaborations. Quoi, voilà, on a vraiment cette volonté de, de transformer ce projet, et que ça soit pas un projet, mais que ce soit vraiment voilà, une marque, une identité forte et quelque chose qui vive et qui s'installe dans le paysage. Et qui aura sa propre identité et son propre manière, encore une fois, de capturer la valeur crypto-monétaire et monétaire. Et c'est tout le sujet des jeux, tout le sujet de la finance décentralisée et tous les sujets des blockchains aujourd'hui, d'avoir cette capacité à capturer de la valeur proprement. Et on voit que ça se met de plus en plus en place avec des vrais mécanismes qui sont indépendants et qui fonctionnent dans ce monde, surtout dans ces jeux à la frontière entre le réel et le virtuel, on-chain sur une blockchain comme la vôtre, avec la marque qui la porte derrière. Merci beaucoup d'être venu présenter ce projet, Constantin, à nos auditeurs. Ça va être vraiment très intéressant, encore une fois. Je mets aussi un article de Cryptos dans la description pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. On a fait tout un article à ce sujet. Ce podcast est en partenariat avec Stable et PMU. Donc, j'étais très content que tu puisses nous le présenter et de mettre en description les liens, pardon, en relation avec ce jeu-là. Et merci d'avoir présenté ce petit jeu à notre communauté, Constantin. À très vite. Merci beaucoup. À très bientôt.